avec François Gauthier, que certains d'entre vous connaissez, au département de sciences et religions. Je fais un travail qui est plus socio-anthropologique sur la question des rapports sexuels entre partenaires de même sexe dans le monde arabe, principalement en Égypte. Mais c'est pas ça que je vais faire ce soir. C'est un autre angle, en fait, que je donne. C'est-à-dire que je vais essayer de couvrir un peu là, la question homosexuelle dans un angle politique international. En fait, ce qui m'a porté à faire la conférence sur ce sujet-là, c'est que j'ai assisté à une conférence sur le pink washing la semaine dernière. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, hein? On va apprendre des nouveaux mots. Sur le pink washing en Israël, puis j'ai été très déçu. Fait que je me suis dit, tant qu'à être déçu tout seul chez nous, je vais faire une conférence, moi, sur le pink washing, entre autres. Est-ce que l'homosexualité, c'est quelque chose qu'on pourrait déterminer comme étant universel? En fait, c'est la question qu'il faut se poser pour savoir, puis pour analyser si, oui, effectivement, l'homosexualité est universelle. Est-ce que l'homosexualité, c'est quelque chose qui est universel? Finalement, c'est un peu la grande question, là. Pour nous, on va, ce que je vais faire, puis ça peut rire en arrière, là, parce qu'ils ne font pas partie de notre tribu. On va regarder ensemble rapidement, un peu comme Alexandre l'a fait avec les frères musulmans, je vais passer plus rapidement sur qu'est-ce que c'est finalement l'homosexualité, pour ensuite savoir si ça peut être universel ou pas. Puis ça va être rapide, là, j'y vais vraiment à machette, je pourrais pas passer une heure là-dessus. Donc, en Occident, au 18e siècle, l'homosexualité n'existait définitivement pas. C'était une action interdite. Donc la sodomie, c'est quoi la sodomie? C'était interdit. Est-ce que les sodomites étaient des homosexuels? Bien sûr que non. Puisque c'était une action contraire à la loi. Il y a un Austro-Hongrois, un littéraire, qui a parlé de Dionysiens et de Dionysiennes pour parler des relations sexuelles entre partenaires de même sexe, puis aussi d'Uraniens, Uraniennes pour parler de relations avec des partenaires de sexe opposé. Des Uraniens et des Uraniennes et des Dionysiens, Dionysiennes. C'est la naissance de l'approche binaire, on le voit là, comme Dionysien, Uranien. Il n'y en a pas une troisième ou une quatrième voie, là. C'est deux voies, c'est binaire. Ça, on est en 1865, Uranien, Uranienne. Puis c'était la même année que les psychiatres britanniques et allemands vont prendre le mot homosexualitat et normal sexuel pour définir les comportements. C'est en 1890, donc même pas 10 ans plus tard, que les rapports sexuels entre partenaires de même sexe, donc l'homosexualitat, va devenir officiellement criminel. Donc, discours littéraire, là, dionysien ou. Après ça, l'arrivée binaire d'un discours médical. Puis après ça, le paragraphe 175, qui est une loi allemande qui criminalise l'homosexualité. Là, on est en 1890. Donc, en 1860, le mot homosexuel n'existe pas. Pas plus qu'hétérosexuel, encore moins. Il est apparu 25 ans plus tard dans une œuvre zoologique. Donc, on va commencer à parler d'homosexualité au niveau culturel à peu près dans les années 20, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, en fait. 20-30, il y a comme eu une émergence de sous-culture gay en Europe principalement et aux États-Unis. Puis là, comme je vous dis, machette, on y va vite. 1969, à New York, il y a eu une émeute dans un bar gay, mais une émeute sociale. Ça s'est transformé en émeute sociale qui a duré 3 jours pour que les gays aient la paix, parce qu'ils se faisaient écœurer par la police, machin. Puis l'événement fondateur, il est fondateur cet événement-là, puisqu'il a donné naissance au Gay Pride. Les Gay Pride sont supposés, en théorie, être une commémoration symbolique des émeutes de Stonewall à New York, qui ont donné naissance au mouvement homosexuel moderne en Occident. Fait qu'on est conscient que aujourd'hui, être homosexuel, c'est un style de vie. On n'est pas
On n'est pas dans une action interdite, là. Puis pour comprendre la différence entre les deux, c'est facile, là. Si je me mets à graine dans un melon d'eau, là, c'est une action, ça. Puis si je dis nous sommes ou je suis moi un melon sexuel, je m'associe une identité à une action. Mais l'action en tant que telle ne représente pas nécessairement l'identité. C'est important de comprendre ça, c'est fondamental pour comprendre la suite de ce que je vais dire, parce que si on confond identité particulière ou identité de groupe et une action particulière, on ne pourra pas suivre ce que je vais dire. Parce que la question, c'est si l'homosexualité est universelle, c'est réglé. Il faut les défendre, il faut les protéger le plus possible, puisqu'il y en a partout, et ça depuis toujours. Puis c'est ce qu'on va faire en ce moment. C'est-à-dire que la position, la vision que oui, l'homosexualité est universelle, y compris dans le monde arabe, est qui est une posture épistémologique qui stipule que l'homosexualité a toujours existé, de Platon à Black and Blue, là. Puis que c'est le même phénomène. Bon. Ultimement, ce que ça a apporté comme politique, c'est qu'on s'est retrouvé à développer des politiques internationales de la défense pour les groupes, pour les droits des gays. Donc, vu qu'ils existent partout, il faut les défendre puisqu'ils sont persécutés. Surtout par nos amis les barbares. L'Iran, le Hezbollah, l'Afrique subsaharienne, qui torturent les homosexuels. Il faut les libérer de ça. Donc, sous Jimmy Carter aux États-Unis, vers 1978, il y a eu la première ONG de défense des droits des homosexuels dans le monde arabe. Ça a été fondé par la CIA en 1978, ça s'appelle ILGA, qui est encore aujourd'hui le plus gros site de défense des droits des gays arabes au monde. Depuis à peu près 2007, puis moi qui finalement n'est pas un accro du média, je me suis rendu compte que depuis quelques années, il y a énormément de diplomatie rose. Hein. On voit Obama, particulièrement depuis le régime d'Obama et Clinton et compagnie, on voit que la protection des minorités sexuelles est en avant de la diplomatie américaine et de l'ONU aussi. C'est là que ça nous amène à des nouveaux mots, comme diplomatie rose. Une autre forme de protection des droits des homosexuels, c'est que, mettons, le régime israélien, Israël va dire nous sommes un oasis de protection des minorités sexuelles, contrairement à nos ennemis, les barbares, qui, eux, les tuent. Nous, chez nous, nous sommes un oasis. Puis là, en ce moment, il y a vraiment des campagnes publicitaires super agressives pour dire nous accueillons les minorités sexuelles, contrairement à tous les débiles qui nous entourent. Fait que c'est une campagne de pinkwashing évidente quand on connaît un minimum l'État d'Israël. On sait très bien que Netanyahou, là, il n'est pas pro-gay. Ça, je suis désolé. On est vraiment... Pourtant, il y a même... La semaine dernière, il était à Ottawa, puis il a signalé ça. Il a dit, en Israël, nous, avec les homosexuels, contrairement aux tortures qu'ils subissent en Iran... C'est vrai. Je suis d'accord avec ça qu'il n'y a pas de guerre en Iran. D'ailleurs, on y arrive. Donc, si on récapitule, l'homosexualité, si elle est universelle, les homosexuels sont par définition maltraités, victimes de violence, et pour ça, il faut faire un système de protection, soit à partir d'ONG internationales, de sites Internet, de diplomatie rose et de pinkwashing israélien. Nous sommes un oasis de protection. On voit que la question de l'homosexualité universelle, comme le mot universel le stipule, ça va de l'avant. Donc, ça, c'est la première
vision, c'est-à-dire une vision que oui, l'homosexuel est universel, puis il faut protéger les minorités sexuelles. La deuxième vision c'est qu'il n'y en a pas d'homosexuels dans le monde arabe. C'est intéressant parce qu'on l'a tous entendu du président iranien. Hein, There's no such thing as homosexual in Iran. Puis, jusque-là, on peut comprendre ce qu'il dit. On va voir sur quoi se base, surtout pas Ahmadinejad. Là. C'est vraiment un pur débile. Je fais juste dire que jusque-là, on peut comprendre. Qu'est-ce qu'il fait avec ça en termes de décision politique puis de projet, ça c'est une autre affaire. Si on dit qu'il n'y a pas d'homosexuels dans le monde arabe, on va s'appuyer sur quoi? Il n'y a aucun mot en arabe qui détermine l'homosexualité comme style de vie, comme on a vu tantôt. Les actions se produisent. L'identité homosexuelle, il n'y a pas de mot en arabe pour définir ça, le style de vie. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il y a des vieux mots arabes qui veulent dire sodomite, lesbienne. Mais là, encore là, ça ne veut pas dire lesbienne, ça veut dire disciple de Sappho. Bon, mais des mots modernes en arabe pour définir le mode de vie, il y en a un. Puis là, si j'avais un beau tableau, je vous le ferais pour vous montrer que je sais écrire en arabe. La réalité, c'est que le terme moderne pour définir l'homosexualité est une traduction arabe d'un terme de Sigmund Freud, qui, à l'époque, Freud, dans un but de vouloir démédicaliser l'homosexualité, ne voulait pas utiliser le mot homosexuel, et utiliser le mot inverti. Et le terme arabe pour définir qu'est-ce que l'homosexualité est un terme traduit du terme inverti. C'est très étrange parce que inverti, c'est comme un chandail que tu tournes à l'envers un peu. Tandis que l'expression en arabe, c'est pas ça. L'expression en arabe, c'est « comme moi ». Fait que « comme moi ». Fait que donc, j'ai des activités avec des gens comme moi. C'est un peu ça que ça sous-entend. C'est un peu nébuleux. C'est surtout pas... c'est un mot extrêmement moderne qui est d'une traduction d'un terme occidental. C'est évident puisque l'homosexualité est probablement un phénomène occidental. Puisqu'on ne parle pas des actions, les actions, c'est pas un phénomène. Les actions en filles et en garçons, c'est pas occidental, là, on se comprend. L'identité homosexuelle l'est. Le choix de vie qui va avec ça, la rupture avec la société traditionnelle qui va avec ça, le non, moi je déménage avec Mario, là, ou le mariage. Là. Fait que dans une société qui, les bases fondamentales sociales sont rodées par le mariage, c'est un impensé. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas t'amuser avec Mario, mais ça va se passer autrement. À part au Caire, parce que la région du Proche-Orient, là, on ne rentrera pas dans les cours, là, à part dans les deux grosses villes, c'est-à-dire le Caire et Beyrouth, on ne trouve pas de groupes qui se disent homosexuels. Il n'y en a pas. Au Caire, il y en a, et à Beyrouth, il y en a. Dans les deux cas, les personnes qui vont se dire et qui vont s'identifier comme étant homosexuels vont avoir des traits caractéristiques particuliers. Ils sont tous riches. Ils ont tous des BlackBerry. Juste pour revenir tantôt sur ce qu'Alexandre disait, le salaire moyen en Égypte, c'est 700$ par année. Ça, c'est la moyenne. Fait que il y a des problèmes plus graves que ça. Les gens qui se permettent le style de vie homosexuel au Proche-Orient ont tous le même profil. Des gens qui sont éduqués, financièrement aisés. Puis, il y a une espèce de preuve de ça, c'est que il y a eu une descente dans un bateau-bar en l'an 2000. C'était supposé d'être un bar gay, mais ça n'était pas vraiment un. Puis il y a eu une descente de la police. Les 15 personnes arabes, égyptiens qui étaient sur le bateau, qui étaient dans des situations financières avantagées, ont été automatiquement libérés. Ils n'ont même pas été au poste de police.
tandis que les 52 Égyptiens pauvres du bateau ont été systématiquement emprisonnés, torturés, voire tués. Il y a eu, je pense, 6 exécutions sur 52. C'est un film d'horreur. Mais ça, c'était les pauvres. Fait que dans le fond, qu'est-ce que ça dit? C'est que la population de classe populaire est systématiquement exclue des groupes homosexuels. Alex et moi, on est allés dans un party gay au Caire. Ça coûtait une fortune rentrer là. Pour nous, c'est rien, là. On ne pense même pas. Mais si mon souvenir est bon, c'était 50 livres. 90% des Égyptiens ne peuvent pas se permettre ça. C'est impossible. C'est comme de dire flouber un loyer pour aller dans une fête. Ça se peut pas. Donc, le mode de vie serait privilégié pour les gens privilégiés. On comprend. Les sites Internet internationaux voulant libérer les homosexuels arabes sont en anglais. Encore une fois, la classe populaire égyptienne, de façon générale, ne parle pas anglais. Ne le lit pas non plus. Fait que donc, les sites de protection d'homosexuels arabes, qui sont en anglais, qui sont faits aux États-Unis, s'adressent à qui? Ben, s'adressent aux gens qui ont les moyens de comprendre ce que ça veut dire. Donc, il y a une sexualité indigène qui, elle, inclut les rapports sexuels entre partenaires de même sexe. En dehors de l'identité et le mode de vie, l'écotourisme rose, le mariage gay, le salon du mariage gay, c'est un impensé. Donc, est-ce qu'il y a des homosexuels dans le monde arabe? Ben, on pourrait penser que non, finalement. Que ça ne s'appelle pas comme ça. Que c'est des pratiques qui sont orientées autrement. Là où ça cause problème, puis là c'est intéressant, là. On va rentrer un peu dans le gras, là. Est-ce que l'homosexuel, en disant « reconnaissez mes pratiques et mon mode de vie mélangés ensemble parce que c'est pas séparé », reconnaissez mon mode de vie, je déménage avec Mario, on sait comment ça marche, là. En faisant ça, il y a certains intellectuels qui vont dire que l'homosexuel, en disant « reconnaissez mes pratiques et mon identité », vient en fait déterminer l'hétérosexualité. Évidemment, un n'existe pas sans l'autre. S'il n'y a pas d'homosexuel, il n'y a pas d'hétéro. Là. On est dans une autre forme d'organisation sociale, sexuelle, qui opère autrement, qui n'utilise pas ces termes-là, qui n'a pas cette histoire-là. On ne peut pas dire « oui, là, c'est pareil, le discours médical, paragraphe de criminel, c'est toute la même affaire. » Pas du tout. Au contraire. Ça n'a absolument rien à voir. Est-ce que l'arrivée de l'homosexuel dans le monde arabe vient identifier les pratiques hétérosexuelles, donc rigidifier la sexualité égyptienne? Bonne question. Bonne question. Est-ce que militer pour le droit des gays, ça vient éroder la sexualité endogène? Grande question. Ce que je dis, c'est que on se comprend, là, on est quasiment en famille. Puis j'aurais pas de réaction, là, bad trip, là, qui me maïsse, là, puis qui est homophobe. L'idée étant, c'est que si certains intellectuels qualifient des organismes ONG qui veulent défendre les droits des homosexuels là où ça n'existe pas, le problème, c'est que l'ONG s'accapare le monopole du discours des droits de l'homme. Si je suis contre le groupe qui protège les homosexuels, je suis un malade, je suis contre les droits de l'homme, puis ces gens-là, ils souffrent, là, puis ils se font pendre, là. Puis toi, pas de problème.
Puis ça me fait penser au multiculturalisme. Critiquer la politique britannique sur le multiculturalisme, t'es contre la diversité. T'es un raciste. T'es même, là, Breivik, là, norvégien, là, qui faisait des statements contre le multiculturalisme. Le monopole des droits de l'homme, moi, en tout cas, je fais très attention, puis ce que je nous dirais, j'ai quasiment terminé, en fait, c'est que je nous suggère de nous méfier lourdement de l'instrumentalisation géopolitique des minorités sexuelles. Au même titre que, Alex aurait pu nous le décrire mieux que moi, l'Occident a une longue tradition d'aller défendre les chrétiens au Proche-Orient. Donc, quand on se met à aller défendre le monde, là, je nous dirais, là, soulevons le tapis, essayez de voir qu'est-ce qui se passe. Là, je ne dis pas de militer contre les ONG. Je ne suis pas un malade mental. L'idée, c'est de comprendre, par ailleurs, qu'elles ne sont pas neutres. Elles ne sont pas neutres. Et effectivement, il y a probablement des effets secondaires qu'eux-mêmes n'y avaient pas pensé, qui sont peut-être plus profonds qu'on pourrait le croire. Ce que aussi ça nous fait penser, là, parler là, de burqa, puis d'homosexuels pendus, puis ça nous fait oublier que, ultimement, en Occident, la situation gay est désastreuse. Puis ça, pourquoi on a tendance à l'oublier, c'est que le Québec est une exception mondiale dans la matière d'intégration des minorités sexuelles. On est probablement le pays le plus cool au monde avec ça. Puis ça nous fait oublier jusqu'à quel point que c'est pas donné pour tout l'Occident. Juste à penser à la France, hein, qui est un pays aux structures étatiques profondément homophobes, qui a jamais il n'y a aucune reconnaissance de conjoint de fait qu'imaginez-vous le mariage. L'adoption homoparentale est interdite. L'Europe de l'Est, ça c'est flyé. Il y a eu un gay pride à Zagreb, je pense que c'est la capitale de la Slovénie. Zagreb, Croatie. Puis il y avait 800 gays, là. Il y avait 2000 policiers puis 10 000 citoyens qui voulaient lyncher les gays. Fait que bon. Fait que c'est juste de dire que autant dans la promotion, de la protection des droits de l'homme que dans quand on entend Barack Obama mettre la diplomatie rose en avant de ses politiques quand il n'a pas fermé Guantanamo, c'est évident que c'est pas les droits de l'homme. Il y a quelque chose qui se passe. Les minorités sexuelles présentement sont utilisées comme une arme politique pour discréditer des gens, pour discréditer des politiques, enfermer du monde dans le religieux pour les exclure du politique. Puis je pense que si les groupes là, LBGT, machin, voulaient faire de quoi d'intelligent, ils lutteraient contre ça, parce que c'est vraiment, vraiment pourri. Donc, les amis, merci beaucoup. C'est un essai. Hein, ce que je voulais faire, c'est ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a un discours universalisant qui amène de la protection, la développer des sites Internet qui, finalement, ultimement, ne s'adressent pas à eux. Moi, c'est ça qui me fascine. Ça s'adresse à leur intelligentsia ou des gens très, très privilégiés. Donc, puis que, évidemment, l'universalisme, il me semble qu'on avait réglé ça dans les années 50, mais ça n'a pas l'air. Puis que, en disant qu'il n'y a pas d'homosexuels dans le monde arabe, à part une certaine classe particulière de gens qui sont privilégiés, qui ont les moyens de vivre des styles de vie éclatés, là, ça pourrait être d'autres choses, là, ça pourrait être tant qu'à moi, ça pourrait être d'autres choses. Ben écoutez, ça ressemble à ça. Fait que c'était ça que je voulais qu'on regarde, le pinkwashing, hein? C'est des nouveaux mots, c'est le fun. Pinkwashing. Parce qu'à la limite, le site internet ILGA, qui se veut comme un espèce de promoteur agressif des droits pour les minorités sexuelles, est un pinkwasher. C'est-à-dire qu'il veut pinkwasher là, pour que tu deviennes « Ah oui, c'est vrai, il faut protéger les gays. » Tandis que le groupe d'Arabes, parce que là, il y en a, qui forment une ONG internationale pour aller protéger les gays de Beyrouth, là,
ben ils sont pinkwashés. C'est pas des pinkwashers. C'est-à-dire qu'ils s'en vont identifier leur particularisme dans un milieu où est-ce que 80% du monde peuvent pas avoir accès à ça. Bon, puis qu'avec les élections qu'on avait en Égypte, les droits LBGT, c'est pas à l'horaire. Mais pas du tout. Puis, mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas leur système organisationnel endogène, culturel, qui, selon certains intellectuels, aurait été épargné par l'époque coloniale. Il y aurait une structure sexuelle locale qui reste intacte, que l'homosexuel vient menacer en disant non, 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 là, regardez-moi, moi, là, puis qu'en faisant ça, on détermine qu'est-ce que toi, tu fais. Chose qui ne l'est pas encore nécessairement déterminée. Fait que j'espère que c'était pas nébuleux ou compliqué. Ok, cool, merci. Fait que dans le fond, de dire, mettons, une définition non-universaliste de l'homosexualité, ça serait de dire, par exemple, moi, mettons, c'est pas le cas, mais mettons, genre, moi, je mets des gars dans mon lit. C'est plus où j'aime les hommes. Une action. Oui, c'est ça. Je vis avec mon partenaire de vie, mais moi, aller au village, ça m'énerve. La parade, ça m'écoeure. Je ferme toujours la TV cette journée-là. J'adopte pas le style de vie homosexuel. Je serais pas un homosexuel dans cette définition-là. Non universel. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Le fait d'être en réaction à une communauté X ne te retire pas de l'identité. C'est-à-dire que juste le principe de dire l'identité homosexuelle commence où la tradition familiale finit. C'est-à-dire que, tu sais, le jour, pour nous autres, ça a l'air, c'est une évidence, tu sais, qu'on peut dire maintenant, comme je disais tantôt, tu sais, je déménage avec Jean-Claude, puis moi, il n'y en aura pas de mariage avec des filles, j'en veux pas d'enfants. C'est tellement en rupture, puis c'est identifié à un mode de vie connu. Tantôt, je parlais de la sexualité avec des melons. Il faut comprendre que les melons sexuels ont été victimes d'un discours médical qui se sont réappropriés. Si on est des malades mentaux, c'est pas de notre faute. Fait qu'il faut que vous arrêtiez de nous persécuter. Fait que là, l'essentialisme de c'est pas de ma faute d'être malade mental, c'est développé en regroupement. C'est développé en idées qui, même si tu es en crise après le village, tu restes homosexuel. La seconde est homosexuel, celui qui dit qu'il l'est, là, on comprend, là. Mais pas nécessairement. Puis c'est là que ça devient étrange, c'est que Edgar Fruitier, par exemple, qu'on qualifie d'homosexuel depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années, on n'a jamais vu, lui, avec un gars. On ne sait même pas si c'est vrai, mais peut-être. Mais l'idée, c'est que ça va. L'identité est au-dessus de l'action. C'est action ou pas, je suis comme ça. C'est l'individualisme du projet moderne. C'est le projet moderne, là. Guévariste, végétarien, homosexuel. C'est une construction là, d'une identité particulière. Là. Puis je peux consommer, aller dans des magasins, m'acheter la ceinture gay de l'été, puis de participer à des raves à 100$ qui vont m'identifier, moi, avec, comme un participant de l'identité, en fait. Là. Mais je peux aussi ne pas du tout mettre les pieds là-dedans de ma vie en disant, par exemple, que tu es homosexuel, puis que c'est même que tu veux vivre. Ben l'identité est là, là. C'est où ça n'existe pas que c'est complexe. Puis que ceux qui vont dire, oui, oui, ça existe, là, moi je le suis, là, puis là, tout, texter sur un BlackBerry, parce qu'on le sait, on les a vus. Et puis, évidemment, je fais une espèce de parallèle avec ce qu'on a vu, mais ce que je dis là, je l'ai lu. Puis, je veux dire, il y a des intellectuels arabes qui définissent que, finalement, ça n'existe pas. Puis que ceux qui le sont un peu endoctrinés par l'idée occidentale. Bon. C'est un concept occidental qui s'est appris là-bas. De la même façon que tu aurais des libéraux occidentalisés là-bas, par exemple.
C'est des gens qui ont acquis qui voudraient appliquer, par exemple, la démocratie libérale à l'occidental là-bas. C'est des gens qui se sont occidentalisés, par exemple. Exact. C'est la même réflexion. C'est la même logique. Absolument. C'est des brainwashés de l'Occident. C'est des pinkwashés. Mais ce qui est particulier avec ça, c'est que ce qui n'était pas endogène le devient. C'est-à-dire que ce qui venait pas de l'Égypte ou du Proche-Orient est intégré par les gens du Proche-Orient. Le meilleur exemple, c'est Philippe qui me l'a sorti au Caire. Les jeunes Kairotes, aujourd'hui, quand ils ont un téléphone cellulaire, ben, sur leur téléphone cellulaire, il y a une toune de Katy Perry qui chante « I kissed a girl and I liked it ». Fait que forcément, le social égyptien est profondément pénétré par les identités soit libérales, soit homosexuelles. Et c'est récupéré par une partie de la population égyptienne qui, éventuellement, on n'est pas tout à fait encore là, mais éventuellement, on peut croire que ça va mener à la création de groupes de pression au Proche-Orient. Donc, je pense qu'il faut voir aussi qu'il y a une interpénétration des concepts. Ce qui venait pas de l'Égypte va être repris par des Égyptiens grâce à la technologie, par les voyages, parce que cette classe sociale-là qu'a décrit Philippe voyage en Occident, rencontre des Occidentaux, voit comment ça se passe ici, et potentiellement va avoir les mêmes demandes en Égypte. Fait que c'est ça qui est complexe à articuler. C'est-à-dire, c'est à quel point qu'on est dans la défense des droits et à quel point on identifie ou on colonise l'identité sexuelle de l'autre, qu'il soit égyptien. Puis en même temps, comme c'est impossible d'arriver et de dire à mon ami gay au Caire, calme-toi, là, brainwashé. T'es pas homosexuel. T'as adopté un modèle hétérogène, toxique pour ta nation. Tu sais, ça se peut pas non plus. Fait que ce qu'Alex dit, c'est il y a transculturation. Évidemment, être gay là-bas, quand ils vont dire ça, ça présuppose toutes sortes de choses qui, pour nous, c'est pas gay. C'est-à-dire, je veux être marié, je veux avoir des enfants. C'est ça être gay, là. C'est pas ça être gay ici. Tu ne marieras pas avec une femme, tu n'auras pas d'enfants, là. Fait que c'est pas de l'homosexualité. Il y a des rapports sexuels entre partenaires de même sexe qui sont opérés dans d'autres termes, dans d'autres concepts, dans d'autres non-dits. Pas évident. Non, c'est complexe. Fait que si je comprends bien, ils sont un petit peu mêlés, puis ça prend l'aide de la CIA pour leur... Merci Sébastien. Parce que... Mais ce qui est intéressant par rapport à ce que disait Philippe, c'est que Obama, il attaque l'Ouganda parce que l'Ouganda respecte pas les droits des gays. Mais il va jamais le faire pour l'Arabie Saoudite. Exact. Ça devient une arme internationale. Ça, faut toujours Ça n'a pas de logique. penser à ça. C'est la même chose avec l'islam politique. Ça fait 80 ans qu'on deal avec les Saoudiens, qu'on a leur pétrole, que c'est grâce à eux que le baril de pétrole ne coûte pas 20$. C'est grâce à la cooptation du régime saoudien, mais en même temps, qui se contrefouent profondément des droits humains et des droits des homosexuels. Mais jamais dans notre discours médiatique, jamais nos médias vont le dire. Ils vont attaquer l'Iran. Pourquoi? Parce que l'Iran refuse l'ordre mondial tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire américain. Donc, il faut aussi considérer cet aspect géopolitique dans lequel les droits des gays sont finalement placés. Oh, puis détail pas intéressant mais important, c'est que dans les pays d'Afrique, là où c'est vraiment pas drôle pour les gays, c'est des lois coloniales qui sont appliquées. C'est-à-dire que les lois qui permettent aux Ougandais de pendre ou de tuer les homosexuels, c'est des lois coloniales. C'est des lois britanniques, françaises, belges du 19e siècle qui n'ont pas été changées. Fait que il y a aussi ça. Il y a un héritage là-dedans, là. Évident. Certainement, Anne.
Bien, merci beaucoup pour vos deux conférences, c'était vraiment super intéressant. Ma première question, c'est précisément, Philippe, sur tu sembles problématiser avant tout le concept d'identité. C'est ça qui semble être vraiment problématique du point de vue de y a-t-il de l'homosexualité dans les pays arabes. Puis tu parles beaucoup des balances négatives de la question de l'identité, mais il y a aussi des balances positives au concept d'identité et du fait que l'identité, on peut l'utiliser de manière stratégique, comme une essence stratégique, de l'essentialisme stratégique. Et les minorités sexuelles, mais aussi les féministes, ont beaucoup utilisé ce concept-là précisément pour faire avancer leur cause. Je pense que il ne faudrait pas nier l'apport de ce côté-là. Puis je me demande si on rend vraiment service aux personnes qui ont des pratiques homosexuelles en disant précisément qu'elles ne sont pas homosexuelles et qu'on réserve ce concept-là et qu'on le fige d'une certaine manière aussi, uniquement à une certaine catégorie de la population de classe aisée, justement, qui a la possibilité d'exprimer et d'avoir des pratiques homosexuelles de manière occidentale. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Bon. Oui. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Anne. Parce que c'est-à-dire que je suis le premier. Ce que je voulais faire ce soir, c'était de dire, de donner un peu l'idée du discours ONG universalisant et le discours radical d'Arabes qui considèrent qu'il faut leur foutre la paix avec nos catégories salissantes. Puis je voulais qu'on ait les deux extrêmes. Puis mon travail, c'est-à-dire de maîtrise, Inch'Allah, que je vais finir, en fait, c'est ma problématique, puisque à chaque fois que je me penche pour savoir si le groupe auquel j'ai affaire, je ne sais pas comment dire ça, c'est-à-dire que ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens qui articulaient clairement être homosexuels, c'est des riches. Puis que mes amis plus pauvres, c'est qui? Il articule pas ça. Puis c'est pas parce que c'est lui, là. Lui, dans sa tête, ça marche pas. Puis de faire la promotion de ça, moi, personnellement, ça m'intéresse pas. On se comprend. Rien à cirer, là. Je veux dire, je souhaite que le monde soit bien. Je souhaite pas de bad trip, là. Mais je suis sensible à l'instrumentalisation des minorités sexuelles dans un lieu où est-ce qu'à la limite, des catégories comme celle-là sont pas claires. Jusque-là, ça va. Mais que je l'ai dit tantôt, je ne vais pas dire à mes amis gays au cœur, vous êtes pas gays, les boys, c'est là, tu te fuckés. Vous avez été brainwashés. Ça se peut pas de penser comme ça. C'est pas juste dominant. C'est pas juste un ou l'autre, je pense. Puis que, dans ma thèse, j'analyse un site Internet qui, évidemment, il y a 5 ans, n'existait pas là-bas. Puis aujourd'hui, il est archi occupé, là, comme c'est hallucinant. Il y a 30 000 membres inscrits, puis il est gay au complet, puis il n'y a pas de zone grise. Puis... Fait que là, j'essaie de voir, est-ce que vraiment, à la limite, la position des ONG, puis la position de Joseph Massad, qui est l'intellectuel, qui dit qu'il n'y a pas d'homosexuels dans le monde arabe, à part au camp de Beyrouth. Entre les deux, d'essayer de dire, ouais, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais c'est peut-être pas tout à fait ça non plus. C'est pas évident.